suivante. À ceux qui vivent dans l'angoisse du grand remplacement, vous avez perdu, a dit Jean-Luc Mélenchon hier, et d'ajouter la probabilité que la prochaine génération soit très créole et très mélangée est tellement grande qu'on peut dire oui, que ces angoissés ont perdu la partie. Jean-Luc Mélenchon a dit ce que tout le monde observe quand il sort dans la rue. La France a changé. Elle était blanche il y a 50 ans, elle est créolisée aujourd'hui pour reprendre un mot le plus neutre possible. Mais l'essentiel à mes yeux n'est pas là. Quand il y a 10 ou 15 ans, certains tenaient les mêmes propos que Jean-Luc Mélenchon, ils étaient mis au banc de la société médiatique. Théorie du complot, théorie fumeuse, théorie d'extrême droite, la France changeait, mais il ne fallait pas le dire. Le grand remplacement était un sujet tabou et malheur à ceux qui utilisaient l'expression. J'observe que Jean-Luc Mélenchon ne définit la France qu'à travers la couleur de peau des uns et des autres. Et là encore, ce n'est pas l'essentiel. Peu importe que ces Français d'aujourd'hui et des grands-parents nés en Afrique, en Asie ou en Amérique, peu importe, s'ils perpétuent l'art de vivre à la française, s'ils adoptent la culture, les mœurs, les traditions d'une identité millénaire. Peu importe d'où ils viennent, s'ils pleurent quand la Marseillaise est jouée. Hélas, les sociétés multiculturelles sont souvent multiconflictuelles. Hier, le modèle était l'assimilation, puis ce fut l'intégration. Aujourd'hui, il faut craindre le communautarisme. Alors, si le grand remplacement biologique existe, puisse-t-il garder avec lui cette identité, cette âme, cette particularité, celle d'être français. Nous, je vous parlais de Jean-Luc Mélenchon. La phrase sur le grand remplacement, je vous propose de l'écouter à l'instant. J'ai été accusé par M. Guénaud de vouloir supprimer et la langue française et le peuple français. Ma situation s'est depuis aggravée, comme vous le savez, puisque j'ai osé faire remarquer que le grand remplacement s'opérait à chaque génération et que c'était bien dommage qu'il ne veuille pas mourir, mais tout le monde y est condamné. La probabilité que la génération suivante soit très créole et très mélangée est tellement grande qu'on peut dire qu'ils ont perdu la partie. Et je le redis à tous ceux qui vivent dans l'angoisse du grand remplacement, vous avez perdu. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est de voir que depuis des années, beaucoup de gens, lorsque cette expression était utilisée, disaient qu'elle était fausse, c'était une théorie fumeuse, théorie de grand remplacement, etc. Alors je pourrais citer beaucoup de gens. Le président français Emmanuel Macron a également rejeté cette idée, en particulier dans ses discours sur l'unité nationale et la lutte contre le nationalisme. Il a souligné que la diversité de la France fait sa richesse et que la notion de grand remplacement est un fantasme alimenté par des thèses racistes et extrémistes. Bon, et je pourrais citer Éric Fassin, sociologue, spécialiste des questions de race et d'immigration. Il a dénoncé la thèse du grand remplacement comme étant une invention populiste, alimentée par l'extrême droite, pour susciter des peurs irrationnelles. Selon lui, cette théorie est une manière de masquer les problématiques sociales complexes derrière les explications simplistes et racistes. Bon, on se souvient qu'Éric Zemmour en avait parlé. On se souvient également que Jean-Marie Le Pen, avant même que l'expression existe, avait souligné qu'il y avait une possibilité de changement. Mais l'essentiel, je l'ai dit, n'est pas là. C'est pas la couleur de peau qui pose un problème. C'est effectivement si on remplace des mœurs, des traditions, une culture. Donc c'est ça qui me paraît le plus important. Mais c'est pas que des gens aient une couleur différente. Si l'art d'être français se perpétue. Il y a deux commentaires. D'abord, vous avez dit que des personnalités politiques avaient refusé ce terme. Jean-Luc Mélenchon lui-même, en 2021, disait « le grand remplacement n'existe pas ». Donc en fait, on est passé de « ça n'existe pas » à « c'est trop tard, de toute façon, il est là, vous ne pouvez plus rien faire ». Et tant mieux. C'est quand même fascinant comme évolution stratégique et politique de la part de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est quoi sa stratégie alors ? Sa stratégie, c'est de flatter un électorat à l'approche des élections municipales. On a bien compris que c'était la fracturation de la société. Je pense que Jean-Luc Mélenchon a compris qu'il ne pourra pas être président dans la composition politique actuelle et qu'il essaie de se placer en opposition demain à celui qui sera élu. Il faut juste rappeler une chose, c'est que si il y a une évolution démographique telle qu'elle est là, elle n'est pas le fruit de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire il est content que ça soit arrivé, mais ce n'est pas de son fait. L'immigration n'est pas le fait de Jean-Luc Mélenchon. Mayalène Trémollet. Ici, pour moi, il y a aussi une visée oratoire, parce que Jean-Luc Mélenchon sait parfaitement ce qu'il dit, et que là, il joue sur le terme de grand remplacement, mais il ne l'utilise pas exactement dans le sens d'Éric Zemmour, par exemple. Il parle d'un grand remplacement des générations, mais qu'on va tout... Ah là, pas des générations. Là, pardonnez-moi de vous interrompre. Ensuite, il avait dit, ça c'était il y a 3 jours. Voilà, il avait dit il y a 3 jours
Effectivement, il avait joué sur les mots. Toujours avec Jean-Luc Mélenchon, il faut bien voir la tactique. Il y a toujours eu- Donc, il y a 3 jours, c'était grand remplacement de génération. Donc, il y avait une sorte d'ambiguïté. Là, vous avez perdu et c'est créolisé. Mais moi, là où je fais le procès des hommes politiques, c'est que depuis des années, il y a une sorte de langue de bois qu'incarnent parfois d'ailleurs certaines paroles. Et notamment à droite, j'ai envie de dire. Ils ont tellement peur d'apparaître comme pour des racistes en disant cela, qu'ils prennent des précautions qui me paraissent inutiles. Par exemple, Valérie Pécresse a dit « Je suis le vrai rempart républicain à la théorie du grand remplacement. Je la déteste, je la combats », ce qui veut rien dire, on déteste pas, c'est un fait. Et cette théorie est une théorie de la haine et de la peur. Franchement, c'est pas ce qu'on lui demande. Anne Hidalgo a dit « Ce qui menace notre pays, ce n'est pas un grand remplacement de population, mais un grand remplacement de valeurs ». Alors là, en revanche, ça, on peut être d'accord avec ça, paradoxalement. C'est ce que je dis d'ailleurs. Ce qui m'ennuie, moi, c'est si on perd l'art d'être français. Olivier Faure, non seulement il n'y a pas de fatalité à ce grand remplacement, mais il n'y a pas de grand remplacement. Ça, c'est à mon avis une phrase pour concourir à l'humour politique. Ouais, ça, je pense que celle-là, elle peut. Bon, et par exemple, dans l'Opinion ce matin, très intéressant l'Opinion, qui est un journal vraiment à lire. Mélenchon est devenu un maître dans l'art du dog whilst. Vous savez ce que c'est ? C'est le dog whistle. C'est des clins d'œil appuyés à une partie de son électorat qui comprennent les messages subliminaux. Bon, alors écoutez, franchement, il devrait écrire qui comprend cette expression dog whistle, c'est son chien, c'est-à-dire que c'est un signe que voilà, il peut comprendre. C'est ça. Oui, j'ai compris, mais bon. C'était le grand talent autrefois, remarque Jean-Yves Pranchère, professeur à l'Université libre de Bruxelles. Cet anglicisme désigne une série de sous-entendus destinés à une poignée d'initiés. Ici, le grand remplacement s'adresse aux décoloniaux. Si bien que lorsque Jordan Bardella l'accuse de promouvoir l'éclatement communautaire, Jean-Luc Mélenchon lui intime de faire un effort intellectuel pour comprendre sa pensée complexe. Le grand remplacement dont je parle est celui des générations. Exemple, Jean-Marie Le Pen était un Français de souche, pas vous. Pourtant, vous le grand remplacez à son poste et dans ses idées. Voilà ce que dit à Jordan Bardella. Exactement. Richard Millet. Est-ce qu'on peut quand même rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire à Renaud Camus, la paternité de cette expression. Et je rappelle qu'hier, aux éditions Flammarion, est paru un livre contre Renaud Camus qui s'appelle « L'homme par qui la peste arriva ». Donc vous voyez, on est dans un contexte de guerre culturelle extrêmement violente. Je rappelle que Renaud Camus, qu'on présente comme un idéologue aujourd'hui, est avant tout un écrivain, c'est-à-dire quelqu'un qui regarde le réel. Bon. Avec quelques condamnations au passage, il faut le rappeler. Oui. Condamnation pour racisme, je crois. Marine Lançon va me le dire précisément, mais il est de mon devoir de rappeler à l'antenne les condamnations. Raison, mais il est très facile d'être condamné aujourd'hui dès qu'on décrit le réel, si je puis me permettre. Certes. Et donc c'est quelqu'un qui c'est aussi un avis personnel que vous émettez là. Voilà. C'est quelqu'un qui regarde le réel. Il regarde la France, c'est un amoureux de la France, et c'est un amoureux aussi des ethnies, c'est-à-dire qu'il aime l'autre pour ce qu'il est. Mais le problème, il est simple. Le problème, c'est est-ce qu'une société multiculturelle peut vivre sans conflit ? Voilà. C'est aussi bête que ça. La réponse est non, aujourd'hui. La réponse, en tout cas dans l'histoire de France, elle montre que c'est compliqué. Mais comment on va faire ? Donc, Pascal Pierre Garbarelli. Parce que les propos de Jean-Luc Mélenchon sont très électoralistes. C'est-à-dire que, bien évidemment, il flatte son électorat et il essaye justement d'avoir un positionnement très communautariste pour espérer être au second tour de l'élection présidentielle. En tout cas, c'est ce que je pense. Et aujourd'hui, bien évidemment, on voit qu'il y a un affrontement parce que d'intégration et d'assimilation, il n'y en a pas, puisqu'aujourd'hui, on est avec une confrontation entre une tradition catholique, il faut quand même le dire, une tradition catholique qui est en France, et aujourd'hui avec une immigration qui n'est pas catholique, pour en grande majorité, qui est une religion musulmane, et là, il n'y a aucune difficulté, sauf que aujourd'hui, on s'aperçoit que ces religions s'affrontent. Donc, c'est pas une créolisation. Non, mais il y a très peu, entre guillemets, d'intégration. Et aujourd'hui, on voit, par exemple, dans les écoles où on dit il faut manger halal, et il y a des parents qui disent moi, je veux pas que mes enfants ils mangent halal. Donc, si vous voulez, c'est au quotidien qu'on rencontre ça. Tout le monde lance des grandes phrases en disant mais bravo le vivre ensemble. Mais qui est contre ? Sauf que ce n'est pas possible. Les gens ne veulent pas. Ça l'est quand même, ou ça l'était, et c'est toute la difficulté de nos discussions.
Vous savez, Perfit a raconté 1000 fois l'anecdote où De Gaulle s'insurge contre ceux qui croient à l'assimilation des Algériens. Il parle de fariboles abracadabrantesques imaginées par des colonels et les pieds noirs. Et il dit, prenez une bouteille de vinaigre et d'huile, mélangez-les, agitez-les, et vous verrez, ils se sépareront de nouveau. Il dit précisément, en utilisant cette parabole, au bout d'un moment, ils se sépareront de nouveau. Les Arabes sont des Arabes, les Français sont des Français, et ils ne croient pas à l'assimilation des... Bon, on pourrait vous dire qu'il y a 60 ans d'abord, et puis on pourrait vous dire que Attendez, je parle. Vous remontez l'histoire, donc voilà. Attendez, je vous réponds. On pourrait vous dire que ça a été il y a 60 ans, et puis on pourrait vous dire que comparer Jean-Marie Le Pen au général de Gaulle... C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Ah non, mais tout le monde a été ou sera gaulliste. Il est intéressant de remarquer que Jean-Marie Le Pen l'a été à un moment de sa vie, c'est tout. Mais il n'était pas au moment de la guerre d'Algérie. Peut-être. Il ne l'était pas au moment de la guerre d'Algérie. Au moment de la guerre d'Algérie, je vous rappelle que Jean-Marie Le Pen, qui avait repris l'uniforme, n'a pas rallié les putschistes et est resté en dehors du putsch. Écoutez, c'est un fait. Donc il faut toujours être factuel. Oui, non, je suis sur ces sujets-là. La citation de De Gaulle est une citation qui est qui a tout qui bon ça non mais et puis alors elle est vraie Colombey les deux églises Colombey les mosquées oui c'est vrai c'est Perfit qui le rappelle qui le rapporte dans C'était De Gaulle oui Perfit mais Perfit avait trop de talent pour qu'on n'ait pas un soupçon effectivement. Bon, Emmanuel Grégoire, et c'est un prolongement avec nos questions. Emmanuel Grégoire, qu'a-t-il dit? Il se présente à la mairie de Paris, comme vous le savez, et il propose que les étrangers soient associés au vote. Alors pas au vote pour la mairie, mais ce qu'on appelle aux votations. Donc votation, c'est est-ce que vous voulez moins de voitures dans Paris? Vous voulez interdire les trottinettes, par exemple. Voilà, est-ce que vous voulez interdire les trottinettes? Effectivement. Donc écoutons ce qu'a dit Emmanuel Grégoire, qui effectivement avec cette proposition a été très applaudi. J'ouvrirai ces votations aux Parisiennes et aux Parisiens de nationalité étrangère. Ils contribuent chaque jour à faire que notre ville tient debout. Ils contribuent chaque jour à faire fonctionner nos services publics. Ils contribuent chaque jour à faire que cette vie est belle. Ils ont donc légitimement le droit de décider de leur avenir et d'être des citoyennes et des citoyens comme les autres. Bon, d'abord, ce qu'il dit est juste. Ces étrangers contribuent à ce que la ville fonctionne. C'est incontestable. Bon, après, Mayalène Trémollet, est-ce que les étrangers doivent ouvrir... Alors là, les votations... Il faut décoder, parce que vous savez que les étrangers... Peut-être vous avez... Non, mais les étrangers européens ont déjà le droit de vote pour les élections municipales. Donc là, ils s'adressent aux autres. C'est ça qu'il faut dire aussi. Les étrangers européens ont le droit de vote pour les élections municipales et les élections européennes, bien sûr. C'est-à-dire qu'un Allemand, par exemple, s'il habite à Paris, peut voter aux élections municipales à Paris. Mais un Britannique ne peut pas voter dans le Périgord. C'est l'un des drames inconnus du Brexit. Oui, mais tous ceux qui sont membres de l'Union européenne, en clair, peuvent voter dans les villes dans lesquelles ils sont établis partout en Europe. Alors ça, c'est important parce que je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui... Il dit ça, il fait un clin d'œil, il joue sur une ambiguïté et on comprend bien que c'est pas à eux qui... C'est-à-dire que... Écoutez, franchement, faut apprendre des choses tous les jours, mais je ne savais pas qu'un Allemand qui habite Paris peut voter pour Anne Hidalgo ou pour... Anne Hidalgo, ça va être difficile de voter pour... Il y a certaines conditions, il faut être établi depuis un certain temps, il faut être... Écoutez, je ne le savais pas. Mayalène Trémollet. Que la question se pose et que c'était pas pour des élections municipales, mais il y avait déjà une proposition de loi d'une députée PCF en juillet dernier. La France insoumise aussi remet régulièrement ce sujet sur la table du droit de vote des étrangers. Et ça pose question pour les villes où il y a une part d'étrangers qui est très importante, comme la Courneuve par exemple. Cette sénatrice en question en juillet dernier avait pris l'exemple de la Courneuve en disant que 48% de la population de la Courneuve était d'origine étrangère et qu'ils avaient du coup le droit de participer à la vie de leur ville et aux évolutions qu'allait connaître leur ville dans les prochaines années. Alors d'origine étrangère, c'est pas la même chose qu'être Ça peut être extra-européen. Voilà. Ah non, étrangers. Ouais, ils étaient étrangers. Étrangers, oui. Bon, Mayalène Trémollet du service politique d'Europe 1. Et en parallèle, toujours, il y a eu Gérald Darmanin qui a proposé de suspendre l'immigration lors d'un entretien télévisé ce dimanche. Mais on est d'accord que c'est absolument impossible de suspendre l'immigration dans les conditions, alors que vous voyez ce sondage, 67% des gens sont plutôt d'accord. Et même, c'est une forte majorité. Mais on sait bien que les Français ont
Ils ont compris aujourd'hui qu'on ne peut plus ni intégrer ni assimiler. Et quand ils ont vu les chiffres hier, qui est un marqueur absolument incroyable, alors on préfère parler de ce qui se passe au Minnesota, dans la bulle médiatique, mais le changement, effectivement, de population me paraît infiniment plus important à traiter. Donc quand vous avez 348 000 étrangers qui arrivent sur le sol de France, effectivement, ça modifie les choses, puisqu'on ne peut pas les intégrer, les assimiler. Et on a parlé des 28 000 Algériens. Hier, 28 000 Algériens, on est en guerre avec l'Algérie, on est en opposition avec l'Algérie, c'est un pays qui nous méprise, qui nous marche dessus, qui nous humilie, ça. Et alors il y a quand même 28 000 personnes, Algériens, ils ont l'air de bien aimer la France, si j'ai bien compris, Vincent Herouette. Vous avez écouté Ségolène Royal? Eh bien, on va l'écouter, justement. Oui. Vous avez raison, Ségolène Royal. C'est-à-dire que, je disais hier, moi j'ai de l'affection pour Ségolène Royal, parce qu'elle a turbulé parfois, comme on dit. De la compassion. Mais elle est venue ici, puis ça s'est bien passé, on a fait de bonnes émissions, c'était agréable. Mais enfin, il y a Christophe Glaise. Vous êtes plein de gratitude. Et de bravitude. Et je suis surtout, voilà... Et elle était pleine de béatitude, on était en Algérie. Et parfois de bravitude également. Bon. Mais donc, Christophe Glaise est toujours otage. Oui, Boualem Sansal, qui va être élu à l'Académie française, je l'espère, aujourd'hui. Bon. Et écoutez ce qu'elle dit, effectivement, Ségolène Royal. Je suis très honorée de l'audience que vient de m'accorder Monsieur le Président Abdelmadjid Tebboune, qui prouve sa volonté de dialogue dès lors que le respect et la considération sont également au rendez-vous. Je suis venue écouter et apprendre dans deux domaines, la créativité économique et la culture. Car l'association pour l'amitié entre la France et l'Algérie que je préside travaille depuis plus de 60 ans au développement du dialogue, de l'amitié, de l'échange, de la compréhension mutuelle et de la recherche de perspectives communes. Et justement pour construire des perspectives communes, et il y en a beaucoup, comme je le constate, les chefs d'entreprise que j'ai rencontrés ce matin m'ont dit le potentiel considérable que représente l'excellente formation des salariés et collaborateurs ici dans le pays, leur motivation, leur envie de créer et de réussir. C'est pourquoi la reconstruction de l'amitié entre la France et l'Algérie est un devoir que nous avons d'abord envers les jeunes générations des deux rives, qui ne demandent qu'à développer ensemble leurs projets. Pas un mot sur Christophe Glaise, Vincent Herouette, et c'est ça qui est choquant. Non, oui, elle n'y a pas fait allusion, mais en même temps, quand elle dit qu'il faut respecter la souveraineté algérienne, on ne voit pas du tout de quoi elle parle, sauf éventuellement de Christophe Glaise, qui effectivement est allé, c'est le reproche qu'on puisse lui faire, il a cru qu'on pouvait être reporter sans frontières et aller en Algérie avec un visa de tourisme sans avoir réclamé un visa de presse, qui ne lui aurait d'ailleurs pas été accordé. Non, mais c'est extravagant ce que vous venez d'entendre. C'est quand on va en Algérie, on fait parfois des discours stupides qu'on regrette après, parce que, voilà, au moins sur les déclarations spontanées. Le « je vous ai compris » de Gaulle, je veux dire, les pieds noirs, ils l'ont toujours en travers de la gorge. Les déclarations d'Emmanuel Macron expliquant que la colonisation était un crime contre l'humanité, on a quelques raisons de le lui reprocher. Mais là, elle avait tout prévu. Et c'est extraordinaire. Elle est vraiment la Ségolène Royal, elle est la princesse du déni absolu. L'association dont elle est présidente, parce qu'elle est royale et elle est présidente à la fois. Elle est présidente de l'association France-Algérie qui a été créée en 1962 pour regarder vers l'avenir et ne pas ressasser le passé. C'était ça l'objet de l'association. On pourrait dire que c'est une faillite absolue. Ils sont totalement, nos amis de l'autre côté de la Méditerranée sont totalement tournés vers le passé. Et qui paye ça d'ailleurs? Qui paye ça? C'est la France? C'est nous? Qui paye combien? Et qui paye cette association? C'est quoi? Où va l'argent? Oui, qui? Mais je ne sais pas du tout. Qui finance ça? Je ne sais pas du tout. Vous avez eu une... C'est des fonds publics? Ah, mais je ne sais... Non, c'est pas une association publique. Non, c'est pas un établissement public. C'est une association, mais qui avait été fondée, c'est vrai, par Michelet à l'époque. Donc après, il y a eu Louis Joxe, après il y a eu Chevènement. Il y a eu tas Louis Joxe, qui était ministre de l'Intérieur, qui était le père de Pierre Joxe et qui était ministre de... C'est ça, bien sûr, bien sûr. Et donc, il y a sûrement eu des fonds publics qui ont été investis dans cette noble mission, dont la faillite, dont l'échec est éclatant. Bon, mais, voilà. Oui. Richard Millet? Juste un mot. Le pupitre sur lequel s'appuyait Madame Ségolène Royal, vous avez tous noté qu'il était inscrit en arabe
est simplement en arabe. Donc, du point de vue du dialogue entre les deux pays, c'est très Oui, clair. c'est en arabe. En général, c'est en arabe et en anglais. Oui, mais là, Oui. je crois qu'il n'y avait que l'arabe. Il y a l'anglais également. Il y a On l'anglais. peut revoir peut-être l'image d'ailleurs pendant que nous parlons et sans l'entendre, et on peut revoir effectivement l'image. Et effectivement, on va enlever le bandeau, comme ça on verra peut-être mieux. Présidente de l'association France-Algérie. Ah non, il y a quand même, c'est marqué en français. Vous voyez? Non. Ah, c'est les images. Ah oui, donc voilà. President of the... Voilà. Donc, Oui, d'accord. Oui, ça ressemble à de l'anglais. Oui. tout est dit. Mais on nous envoie 28 000 Algériens. Bon. Voilà. Mais Bon. elle demande à ce que l'on répare le passé. C'est une belle ambition, mais elle n'a pas évalué le montant des réparations. Bon, je salue Patrick Balkany qui nous regarde et qui me dit: tous les ressortissants de l'Union européenne peuvent non seulement voter, mais être élus au conseil municipal. Ils ne peuvent pas être maires ni adjoints, mais simplement conseillers municipaux. Ce n'est pas nouveau, dit-il. Je crois qu'il ne peut pas se présenter à Levallois, monsieur Balkany. Et il me paraît-il que les Levalloisiens le regrettent. C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais il est inéligible. Ah oui. On va marquer une pause. Il est 9h23. Et nous continuerons avec Édouard Philippe, qui lui aussi regrette d'avoir été trop brutal avec le président de la République. Ça lui a coûté quelques points dans les sondages, donc je pense qu'il est en train de... Exactement, Édouard Philippe. Tout quoque mi Philippe. Et alors Christian Estrosi, lui, qui était quand même macroniste de chez macroniste, lui, au contraire, il se détache maintenant. Eh oui. Et lui, il veut gagner les élections, donc c'est formidable. Alors là, c'est vrai que bon, la comédie du pouvoir, les gens s'en vont, tout ça. Bon, c'est l'âme humaine, sans doute. Donc on peut avoir une petite compassion pour Emmanuel Macron. C'est peut-être pour ça qu'il garde ses lunettes, pour ne pas voir ça au grand jour. Les larmes qui coulent. Et bien sûr, bien sûr.